Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour bien préparer la semaine à Wall Street. Au programme, comme toujours, le calendrier qui sera particulièrement macroéconomique cette semaine. On ira faire un focus sur le S&P et la volatilité. On reviendra sur le ratio put-call et l'intérêt qu'il a eu encore une fois avant la publication d'NVIDIA. On s'intéressera aussi à l'une des publications pour laquelle le ratio put-call est particulièrement optimiste cette semaine et le titre est tout en haut de marché. On va aller voir quel est ce titre et quelle prudence avoir éventuellement avant cette publication. Et puis, Paul a détecté pour nous des volumes inhabituels sur le QQQ, un ETF sur le Nasdaq. On va aller voir une stratégie assez baissière, assez prudente sur le Nasdaq manifestement, qui a été mise en place. Et puis on terminera, comme toujours, par le cas d'école de Paul avec un bull put spread sur une valeur dont on a beaucoup parlé récemment. Je vous laisse patienter un peu. Alors le calendrier cette semaine, il va être particulièrement dense côté macro avec, je vous ai donné le programme déjà. On va commencer donc avec le S&P. Est-ce que j'ai intitulé cette semaine le calme avant la tempête. Ensuite, on ira voir l'intérêt du ratio put-call qu'on avait indiqué comme modérément optimiste sur Nvidia. Voilà, le scénario pour le titre a été un peu comme on l'attendait, c'est-à-dire une hausse au moment de la publication, puisque la publication était excellente. C'est toujours la publication qui prévaut, mais un petit peu mitigé ensuite, pas beaucoup d'intérêt malgré l'excellente publication, puisque le titre ne progresse finalement que près de 3% sur la semaine. Donc encore une fois, un ratio put-call qui a été utile. Point sur les stratégies, on n'a pas clôturé de nouvelles stratégies, mais celles qui sont en cours sont pour l'instant, qui restent en cours sont gagnantes. On reste à 80% de taux de réussite. La publication de la semaine qui va nous intéresser beaucoup, c'est Broadcom. Vous allez voir que le ratio put-call est très très optimiste, 0,30, c'est assez important. On est carrément même complaisant sur le titre, donc pas d'options de vente, beaucoup d'options d'achat. C'est un risque pour ce titre, donc on va les regarder graphiquement. Et puis des volumes inhabituels, donc sur le QQQ, je vous l'indiquais, on s'attardera pas tellement sur cette stratégie puisque c'est un put diagonal spread de strike 470 et 450 sur décembre et novembre respectivement, un débit de 5,29 $, soit un trade d'une valeur de plus de 63 millions de dollars. Autant dire qu'il y a un pari baissier qui est assez important qui a été mis en place sur le Nasdaq pour cette stratégie. Après, c'est un pari important. Il faut dire qu'en termes de volume sur le Nasdaq, c'est un tout petit trade, mais ça laisse quand même une trace intéressante et manifestement un opérateur qui a mis un pari assez baissier sur le Nasdaq. Et puis on terminera par le cas de Paul. Et cette semaine, on va mettre en place un bull put spread sur Nvidia, un bull put spread qui a obtenu avec le backtest, encore une fois, 90,5% de réussite sur 21 stratégies testées par le passé, donc un taux de réussite intéressant. Je rappelle, avant de vous le montrer en quelques instants, que ce sont des backtests, que bien sûr les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, bien entendu, et que c'est un test qui dans le passé a fonctionné, et que c'est ça l'intérêt du trading systématique, c'est qu'on crée des backtests, on vérifie, mais en fonction de prix d'exercice précis, on met des chances de son côté pour que la stratégie fonctionne. Et donc, on a évidemment un biais sur cette stratégie, mais on n'a pas forcément un scénario de marché privilégié. C'est un backtest qui fonctionne. Et donc, vous allez voir que justement, c'est ça qui est intéressant. Dans un cas de marché où j'ai intitulé cette semaine le calme avant la tempête, avec la possibilité d'un petit trou d'air sur les indices américains, on va quand même prendre une stratégie qui va à une trentaine de jours être relativement haussière sur le titre Nvidia. Donc, vous voyez, toujours le moyen avec les options de prendre de la marge et surtout de travailler de façon mécanique, systématique, en dehors des considérations d'analyse personnelle, même si on a toujours plus de chances quand le scénario est dans le bon sens, mais là, avec une probabilité pareille, on ne se pose pas de questions, on prend le trade et puis on verra ensuite comment il évolue avec toujours une sécurité, bien sûr, pour ces stratégies. C'est ça tout l'intérêt des options. On va y revenir en détail. Pour ce qui est du calendrier de la semaine, c'est la macroéconomie qui va être au cœur des rendez-vous de la semaine, avec dès aujourd'hui des PMI manufacturiers à Wall Street, et puis en fin de journée un discours de Jerome Powell. Mardi, demain, ce sera l'emploi JOLST qui sera publié, donc premier rapport d'emploi de la semaine, un rapport mensuel bien sûr.
Mercredi, ce sera l'emploi, l'enquête privée, l'enquête ADP sur l'emploi. Et puis, on aura des PMI dans les services et les PMI de l'ISM. Donc, rendez-vous important. Je rappelle que les PMI sont des indices des directeurs d'achat. Donc, c'est des indicateurs qui sont censés être avancés sur la santé de l'économie. Donc, toujours à surveiller. Et puis, on terminera la semaine par les NFP, Non-Farm Payrolls, les chiffres mensuels de l'emploi américain. Le gros rendez-vous, évidemment, à suivre cette semaine, donc, qui complétera les chiffres des enquêtes privées qu'on connaîtra précédemment. Côté micro, il y a encore quelques belles publications à Wall Street. Nous, on va s'intéresser, comme vous l'avez compris, à Broadcom qui publiera jeudi. Mais mardi, on aura CrowdStrike. CrowdStrike, bien, je l'ai mis en orange, c'est-à-dire qu'on est modérément optimiste sur la publication, un peu un cas de figure qui ressemble à celui de Nvidia. On n'a pas énormément de volatilité à attendre sur le titre, donc on ne va pas s'y attarder. Et puis Lululemon qui publiera aussi jeudi. Pareil, on ne va pas s'attarder sur le titre parce que c'est un titre qui est en bas de trading range, mais le ratio est équilibré, on va dire. C'est pour ça que je l'ai mis en vert pâle. Il n'est pas extrêmement optimiste, il est à l'équilibre. En revanche, on a vraiment un cas extrême sur Broadcom qui est en haut de marché qu'on va aller voir dans quelques instants. On va quand même commencer par aller voir notre S&P, dont le graphique hebdomadaire s'affiche à l'écran. Le S&P sur la semaine, il a progressé finalement, malgré les petits bougies de contre la semaine dernière. On est toujours en hésitation sur le S&P. On avait comblé la semaine précédente une partie du gap laissé ouvert la semaine du 12 mai. On reste installé au-dessus. La position ouverte n'a pas augmenté, elle a même légèrement baissé sur le cours de la semaine. On a connu un tout petit peu de pression baissière pour la dernière séance de la semaine vendredi, mais c'est vraiment très, très modeste encore. On a peu d'initiatives et cette indécision se confirme. Du côté du ratio put-call, bien, ça devient un peu plus optimiste. On est à 0,91. On n'est plus à l'équilibre comme la semaine dernière, donc attention, un peu plus de complaisance. Et c'est ce qui fait penser, puisque pour l'instant, les futurs américains sont attendus un peu dans le rouge, bien qu'on pourrait assister à un petit trou d'air. Alors, mon titre était volontairement un peu provocateur avec le calme avant la tempête. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une grosse tempête, mais on pourrait avoir un petit retour de stress dans les heures qui viennent. On va voir que la configuration graphique s'y prête. Regardez le range en journalier sur le S&P. On est bien bloqué entre 5767 et 5970. Cette zone de congestion, eh bien, on a eu un échec à aller chercher jeudi dernier la borne haute du range à 5970, ce petit signe de faiblesse avec ce pendu. Alors le corps est très gros, mais c'est reste quand même un pendu. En tout cas, la bougie de vendredi est aussi un pendu. On n'a pas beaucoup de momentum et d'intérêt dans les volumes. On a toujours laissé partiellement ce petit gap que j'ai pas appliqué ici, ouvert vendredi, qu'on avait commencé à combler vendredi et qu'on avait ouvert mardi 27 mai, on n'arrive pas à avoir de relais à la hausse, on voit que ça patine contre ce niveau de résistance. Donc l'idée c'est que bien ce range continuera à être travaillé et qu'on a peut-être un petit biais baissier si on venait à rompre par le bas le range actuel, donc 5767, qui est vraiment le niveau d'alerte à préserver, avec un risque d'accélération baissier un petit peu marqué en direction bien, du bas du range à 5599 et même une cible qui est un tout petit peu plus basse dans ce cas de figure, avec un retour, pourquoi pas, en direction de 5566 points. Ce serait donc un retour dans cette zone de gap qu'on avait testé et puis qui avait été comblé le 7 mai. Donc un niveau clé, un niveau charnière, l'alerte de moyen terme à mon sens, donc peut-être un retour dans cette zone-là. Si en revanche, bien sûr, on arrive à déborder 5970, on repart à la hausse et là, la cible idéale, c'est 6161, un nouveau record historique symbolique pour le S&P. Vous avez même des extensions que j'ai tracées à 6253. Si le marché voulait repartir franchement à la hausse, on voit qu'il y a eu des petits signes de fébrilité en fin de semaine dernière avec des contre-pieds. Et encore une fois, un marché qui manifestement ne trouve plus le relais pour poursuivre à la hausse. On est vraiment dans une situation de blocage avec un rallye qui a été bien payé, mais des gros acteurs du marché qui ne se manifestent toujours pas sur les niveaux actuels. Le VIX nous dit un peu la même chose. On est dans une situation d'indécision. On reste en zone de vigilance. On entame la semaine aux alentours de 20. C'est quand même significatif. On avait bien préservé cette oblique haussière, on est passé en dessous, on voit que systématiquement dès qu'on passe au-dessus on a des rejets, mais on reste quand même au-dessus de 18,90, donc on est entre deux eaux. Attention à ce que cette configuration ne débouche pas sur une accélération de la volatilité. Pour l'instant c'est pas flagrant, mais les indices et les futurs entament la semaine en baisse, et donc bien au débordement de ce petit niveau intermédiaire qu'on va positionner ici, sur lequel on a buté systématiquement, voilà, le niveau de 20,48, attention à l'accélération en direction de 23,35,
et dans ce cas-là, une cible qui se situerait donc au débordement de 23,35 en zone d'alerte et toujours notre fameux gap à 36 laissé ouvert partiellement depuis le 14 avril, donc un élément à surveiller évidemment. Donc on est en zone de vigilance, mais on voit qu'on n'arrive pas à repasser en zone d'optimisme, mais si on repasse sous 18,90 en revanche, les indices repartiraient à la hausse. Le S&P déborderait le fameux niveau de 5970 et on irait chercher les extensions haussières. Pour l'instant, c'est entre deux eaux, donc 18,90 en bas, 20,48 en haut. C'est là où les choses vont se déterminer et se mettre en place. On va aller jeter un œil sur Nvidia. On ira 2 fois cette semaine sur Nvidia d'ailleurs, puisqu'elle nous a intéressé la semaine dernière et elle nous permet d'ouvrir un trade cette semaine. Nvidia, on avait indiqué un grand trading range sur lequel je ne reviens pas, pardon, ma plateforme veut se fermer, mais on verra plus tard. Un grand trading range donc indiqué ici, avec une zone 120-30 en bas, 136-35 en haut, et bien vous voyez que le range a été préservé. On disait modérément optimiste, et bien effectivement la publication était excellente, on est allé chercher des cibles haussières, mais regardez, on n'a pas réussi à trouver de relais pour préserver ce niveau de 136-35 et aller chercher plus que la médiane éventuelle du range suivant. On a buté contre ce niveau et on repasse un cran plus bas. Donc pas de signe d'alerte, si ce n'est que cette grande étoile filante sur cette configuration indique quand même que les acheteurs tentaient d'avoir la main et que ce sont les vendeurs qui l'ont reprise. Et pour l'instant, on est entre deux eaux avec un range 120-30, 136-35 qui reste d'actualité et dont on n'arrive pas à s'extraire. Donc fausse sortie, c'est toujours un petit signal de prudence, mais on voit qu'il n'y a pas de signal méchant pour l'instant et qu'on préserve la médiane à 128,80. Donc zone de latéralisation, d'indécision pour Nvidia, comme pour l'ensemble du marché actuellement, et encore une fois, un ratio qui était modérément optimiste, donc l'idée qu'il y avait quand même pas mal d'acheteurs sur le titre et que, eh bien, il fallait une très grosse surprise pour pouvoir poursuivre à la hausse. Ça a été le cas au moment de la publication, mais vous voyez que le momentum manque un peu pour poursuivre ensuite. Si on regarde le titre en journalier, bien voilà, on a eu cette sortie haussière, un gap ouvert, et puis là, cette configuration un peu plus lourde derrière. Donc pour l'instant, on est stable en préouverture sur le titre, enfin légère baisse en préouverture sur le titre, mais on a réintégré notre range précédent et on n'arrive pas à s'affranchir de la ligne de tendance haussière de court terme qu'on avait rompu il y a quelques jours derniers. Donc latéralisation pour Nvidia. Et donc peut-être l'occasion de monter la stratégie qu'on avait évoquée ensemble. On a dit qu'on irait voir Broadcom maintenant, qu'on va regarder ensemble. Alors Broadcom qui est ici, dont le mnémonique est AVGO. Broadcom, je vous ai tracé la configuration à long terme, c'est haussier, évidemment, dans un range 192,57, 242. J'ai ajusté les niveaux en hebdomadaire pour qu'on y voit plus clair avec des extensions possibles. Broadcom, voilà, un titre qui a très bien rebondi, qui est allé buter contre la borne haute à 242, qui clôture à 242,07 la semaine précédente, donc juste au-dessus de ce niveau de résistance majeur qui avait été des points d'échec en décembre 2024. Et puis, le gap haussier ouvert ici, qui est vraiment le point de rupture avec dans la hausse, et donc le point de rupture avec la baisse précédente, passage au-dessus de 216,02. Or, Broadcom, eh bien, son ratio put-call est à 0,30, donc ça veut dire que les opérateurs sont extrêmement optimistes. Alors, on peut envisager des extensions, pourquoi pas, au débordement de 242 pour aller chercher 258,20. Ça, ce serait vraiment l'extension idéale. 268,50 et 291,60. Ça, ce sont les niveaux de duplication des ranges actuels que j'ai déjà tracés en amont pour vous. Reste que, en étant aussi optimiste tout en haut de marché, on a un vrai risque de retracement. Et pourquoi pas d'aller se réappuyer sur 226,12. Et compte tenu de l'optimisme, eh bien qu'il y ait même un contre-pied un peu plus violent pour aller rechercher 216,02. Alors, combler ce gap serait pas un bon signal pour le titre qui, dans ce cas-là, invaliderait la reprise qu'il a mise en place et la rupture avec la tendance précédente. Tant qu'on le comble et qu'on le préserve rapidement, ça va. Si on se réinstalle en dessous du gap, alors là, c'est un signe de baisse qui sera plus lourd avec 192,57 en mire. Donc voilà, un peu de prudence pour ceux qui étaient sur Broadcom ou des stratégies peut-être légèrement baissières, baquées dans ce cas-là. Chacun est libre d'interpréter et d'utiliser, d'exploiter cette information du plus agressif au plus prudent. Mais pour quelqu'un qui aurait bien profité de la hausse, peut-être de prendre du bénéfice pour se repositionner en partie.
ou alors eh bien d'être un peu plus prudent tout simplement. Et puis pour ceux qui voudraient re-rentrer sur Broadcom, de se dire que c'est peut-être pas le moment idéal, sauf si on arrive à déborder 242,07 en clôture quotidienne d'une part, mais en hebdomadaire encore mieux, bien entendu. Autre configuration qui nous intéressait, c'était, je vais vous la montrer rapidement, sans rentrer trop dans le détail de la stratégie parce qu'elle est un petit peu complexe, je vous laisserai y réfléchir et la regarder en détail. C'est sur le QQQ, donc l'Invesco Triple Q Trust Series, un ETF Nasdaq, et bien diagonal spread, donc une stratégie avec une vente de put sur l'échéance du mois de novembre, un achat de put de plus long terme. C'est une stratégie qui envisage un mouvement assez baissier, assez fort, alors avec un point mort qui est en fonction des prix d'exercice choisis qui sera ajusté dans cette zone-là, et donc un mouvement qui nécessite, eh bien, pour commencer à gagner, d'avoir un mouvement de baisse assez marqué pour aller dans cette zone de gain ensuite. Donc manifestement, un opérateur qui attend une baisse assez significative sur le Nasdaq à une échéance relativement lointaine, en novembre-décembre, donc avec une configuration assez baissière. Et puis, on va terminer notre séquence avec, comme toujours, un cas d'école, et je vous ai dit déjà que ce serait Nvidia. Nvidia, eh bien, l'idée, c'est d'aller former un bull put spread, donc d'aller vendre un put hors de la monnaie, qu'on va, selon sa sensibilité, encore une fois, au risque, eh bien, placer plus ou moins haut, avec donc un crédit encaissé grâce à cette vente de put, que je vais vous afficher en gros ici. Je ne pouvais pas le préparer avant puisque je vous montrais la stratégie. Et puis on va... je suis désolé pour ce petit bug de fermeture de plateforme, j'aurais dû la fermer plus tôt. Je préfère continuer avec vous comme ça. Et puis on va acheter un put en contrepartie un peu plus bas, en fonction pareil de la stratégie et du débit qu'on accepte d'avoir avec cet achat de put et du niveau de protection. C'est toujours un ratio risque-rendement qui sont intéressants. Avec, dans ce cas de figure, eh bien, donc la vente d'un put plus ou moins haut, hein. Plus je vais le vendre haut, plus mon crédit va être petit, mais plus plus mon crédit va être haut, pardonnez-moi, donc plus je serai proche du prix d'exercice, donc du sous-jacent, donc je risque d'être, je suis plus en risque. Et puis si je veux me protéger, eh bien, je vais pouvoir acheter en contrepartie un put qui, lui, va venir, eh bien, en fonction de ma stratégie, débiter le crédit que j'ai eu, rendre moins important mon crédit, mais en revanche protéger ma position, ce qui veut dire que j'aurai dans ce cas-là une position avec un biais légèrement haussier, un point mort qui va se situer entre mes deux prix d'exercice, relativement proche de ma vente de put a priori, et puis une sécurité qui fait que si le titre Nvidia baisse trop, eh bien, j'aurai dans ce cas-là une perte limitée. Je rappelle que si on passe sous la vente de put, sous le prix d'exercice que j'ai choisi pour Nvidia et qu'on reste entre les deux bornes, eh bien je serai à l'échéance acheteur du titre Nvidia. Cette stratégie est aussi éventuellement un moyen d'acheter Nvidia moins cher en ayant financé obtenu un crédit en amont de la stratégie grâce à la vente de put. Alors ça, encore une fois, question de risque et de sensibilité. Plus mon prix d'exercice va être haut, plus je vais risquer d'être assigné, plus il sera bas, moins je risquerai, mais plus mon crédit sera faible. Et puis c'est la même chose pour mon assurance, hein. Plus bien, je vais prendre un put lointain, moins il va me coûter cher, mais plus mon risque sera important en termes de stratégie. Donc toujours intéressant. L'idée, je le rappelle, c'est de bénéficier d'un crédit, d'avoir un biais légèrement haussier, d'avoir de la marge, puisque le titre peut baisser et remonter tant qu'à l'échéance, il est au-dessus de mon prix d'exercice, eh bien, je serai gagnant, et d'avoir donc une stratégie haussière, modérément haussière sur le titre, et donc de se dire que, bien, que le titre va peut-être latéraliser. Donc vous voyez que pour moi, qui est un scénario un petit peu prudent sur le marché, eh bien, ce backtest, testé sur 21 opérations par le passé, a donné un rendement, enfin un taux de réussite de 90,5%, 19 réussites et 2 échecs sur 21 stratégies testées par le passé. Donc encore une fois, une probabilité assez significative
en choisissant les bons prix d'exercice, encore une fois, que nous ne pouvons pas donner ici, puisque ce n'est pas des conseils que nous proposons, mais des idées pédagogiques, mais de créer une stratégie modérément haussière et protégée, encore une fois. Si on passe sous mon prix d'exercice, c'est ma perte max, et je la connais en amont et au moment de construire cette stratégie. Voilà les différents éléments que nous voulions vous montrer pour cette fin de semaine, ce début de semaine. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet de l'Atelier des Options. Je vous rappelle que nous serons à Paris fin juin et que donc vous pouvez vous abonner à notre newsletter et vous aurez tous les éléments pour nous retrouver. Vous pouvez bien sûr vous abonner et penser à le faire à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Beaucoup de contenu vidéo pédagogique pour comprendre ces stratégies. C'est pour ça que je n'ai pas insisté sur le put diagonal spread qui était un peu une stratégie un petit peu complexe, mais on a fait déjà une stratégie sur le calendar spread qui était la version la plus simple de cette stratégie-là pour commencer la semaine dernière. Donc, trouver des éléments pour comprendre. Et puis, si vous voulez plus aux bases, eh bien, on a déjà détaillé tout ce qui était les pattes d'options, les unes après les autres, les stratégies de base sur chaque option. Puis, pensez à activer les notifications pour plus d'éléments. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.